unité ATC, fonction traitée. Alors le graphe 7, d'après son nom, graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions. Donc c'est un outil de représentation graphique d'un cahier de charges. Il décrit la relation entre la partie commande et la partie opérative d'un système automatisé. Et le graphe 7 doit respecter précisément tous les aspects du cahier de charges. Alors, un système automatisé est composé d'une partie commande et partie opérative. Donc, voilà la partie opérative et la partie commande. Alors, l'opérateur va dialoguer avec la partie commande, c'est-à-dire donner des consignes par l'intermédiaire d'un pupitre de commande. La partie commande donne des ordres aux prix-actionneurs et ces prix-actionneurs distribuent l'énergie adaptée aux actionneurs qui vont convertir l'énergie électrique en énergie utilisable et par la suite, ils vont transmettre l'énergie adaptée et l'énergie convertie vers les effecteurs qui agissent directement sur la matière d'œuvre. Alors, les capteurs vont donner un compte rendu à la partie commande, c'est-à-dire des informations sur l'état du roulement des sorties. Alors, et par la suite, la partie commande va informer l'opérateur par des messages visuels ou sonores. Alors, prenons l'exemple d'un chariot baladeur. Donc, le graphe 7 de droite, donc c'est la partie commande et la partie opérative est constituée d'un chariot motorisé et des capteurs. On a deux capteurs, capteur gauche CA et capteur droit CB. Alors, normalement, le chariot est motorisé, donc ça veut dire il doit effectuer deux sens de marche. Ça veut dire G, c'est un contacteur pour l'aller à gauche. D, c'est un contacteur qui permet au moteur de tourner à droite. Alors, voilà, donc, lorsqu'on appuie sur le bouton départ, cycle, alors le chariot va faire un aller-retour vers la position droite, puis il va retourner vers la position gauche. Alors, essayez de regarder attentivement l'évolution du graphe 7 en parallèle avec l'évolution du chariot. Alors voilà, on va appuyer sur départ cycle. Alors le chariot se déplace vers la droite, ça veut dire D, voilà, une réaction D. Puis arrivant à CB, donc il va se déplacer à gauche jusqu'à ce que CA égale à 1 et on a donc CA égale à 1 donc, et le cycle recommence. Alors normalement on a ici des réceptivités des pas cycles et CB et CA. Alors le graphe 7 est physiquement contenu dans un automate. Donc les entrées d'automate généralement c'est des capteurs, des interrupteurs ou des boutons poussoirs. Donc dans notre cas ici, donc ce chariot baladeur, alors les entrées ici c'est départ cycle et le capteur CB et le capteur CA. Alors les sorties de l'automate, c'est-à-dire vont donner des ordres au moteur. Donc le moteur est représenté ici par deux contacteurs. Le contacteur 1 c'est pour effectuer le déplacement à droite et le deuxième contacteur c'est pour effectuer le déplacement à gauche. Donc ici on a 3 entrées et 2 sorties. Analyse de la syntaxe. Donc il faut bien respecter la syntaxe du graphe 7. Alors le graphe 7 est composé d'étapes auxquelles sont associées des actions, des transitions auxquelles sont associées des réceptivités et des liaisons orientées qui relient les étapes entre elles. Alors l'étape. Une étape, c'est un état stable de la partie de commande. Alors par exemple, dans ce système, on a 3 étapes. L'étape 0, c'est l'étape initiale, l'étape 1 et l'étape 2. Alors action, à chaque étape, on peut associer une action ou plusieurs actions. Alors dans notre exemple, on a ici 2 actions pour l'étape 1. Alors l'étape 1, il y a 2 actions. Donc l'action D, c'est le déplacement du moteur dans le sens droit. Et LV, ça veut dire pour allumer une LED verte.
transition. Donc une transition définit une condition de passage entre les étapes. Donc ici, par exemple, on a 3 transitions. La première, la deuxième et la troisième. Réceptivité, donc à chaque transition, on associe une réceptivité. Alors ici, donc, on a la réceptivité D, CB et CA. Alors la transition ne sera franchissable que lorsque la réceptivité est vraie, ça veut dire égale à 1. Et les liens orientés. Alors une transition est franchie lorsque les étapes immédiatement en amont sont actives et la réceptivité est vraie. C'est-à-dire, alors pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, c'est-à-dire pour que la transition soit franchissable, il faut que D égale 1. Pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est-à-dire cette transition soit franchissable, alors que lorsque la réceptivité CB égale à 1, et de même pour cette transition, donc c'est-à-dire le passage de 2 à 0, il faut que la réceptivité CA soit égale à 1, c'est-à-dire vraie. Alors on va voir un autre système, donc du graphe 7. Alors le cahier de charge, donc, après l'ordre de départ cycle, donc le chariot va se déplacer jusqu'à B, puis revient en C, puis repart en B, puis revient en A. Alors ici les positions du chariot, on a 3 positions. Alors A, donc il détecte la position gauche du chariot, B détecte la position droite du chariot, et C, c'est une position intermédiaire entre les 2 positions droite et gauche. Alors les mouvements du chariot se font par 2 contacteurs D pour aller à droite et le contacteur G qui commande le moteur pour aller à gauche. Alors voilà le graphe 7 correspondant. On va essayer d'étudier attentivement. Alors, l'initialisation du graphe 7. Alors, on commence par l'activation de l'étape initiale. Donc ici, l'étape initiale est activée. Alors, au repos, ici, le chariot est en position A. Ça veut dire A égale à 1. Voilà, elle est en rouge, ça veut dire A égale à 1. Alors, activation de l'étape initiale. Une fois on appuie sur le départ cycle, voilà, c'est-à-dire le départ cycle en rouge, ça veut dire DCY, c'est-à-dire départ cycle égale à 1 et A égale à 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc la réceptivité est vraie. Donc la réceptivité est vraie, donc la transition est validée. La transition entre l'étape 1 et l'étape 2 est validée. Voilà. On dit que la transition 1 et 2 est franchissable. Alors, le franchissement de la transition entre 1 et 2 permet la désactivation de l'étape 1 et l'activation de l'étape 2. Alors, donc, l'ordre associé à l'action de l'étape 2 est effectué. Voilà, donc l'étape 2 active. Donc, l'action de D, ça veut dire un déplacement du chariot à droite. Voilà. Arrivons à C, C égale à 1, alors aucun effet. Pourquoi? Parce que d'après ce graphe 7, donc on attend que B soit égal à 1. Même si C égale à 1, il n'a aucun effet. Donc on doit attendre que B égale à 1. Voilà, donc le chariot continue sa course. Alors une fois la réceptivité B égale à 1, le chariot arrive en B, B est égal à 1, donc la réceptivité est vraie, donc la transition 2 et 3 est validée. Donc on dit que la transition 2 à 3 est franchissable. Alors lorsque la transition est franchissable, G sera active, c'est-à-dire l'étape 3 sera active et l'étape 2 sera désactivée. Alors le chariot va se déplacer maintenant à gauche. Arrivant à C, la réceptivité est vraie, donc la transition 3 à 4 est validée. Le franchissement de la transition permet l'activation de l'étape 4 et la désactivation
de l'étape 3. Donc toujours, donc il y a activation de l'étape suivante, il y a désactivation de l'étape précédente. Alors une fois l'étape 4 est active, déplacement vers la droite du chariot. Donc voilà, le chariot va se déplacer à droite jusqu'à ce qu'il atteigne la position B. Une fois B égale à 1, la réciprocité est vraie, la transition de 4 à 5 est validée. Voilà. Donc la désactivation de l'étape 4 et l'activation de l'étape 5. Donc l'étape 5 active, le chariot se déplace vers la gauche, arrivant à A, voilà, donc voilà, le chariot se déplace à gauche, donc il passe devant C sans aucun effet, puisque d'après le graphe 7, on doit attendre que A égale à 1. Et voilà, arrivant à la position A, le cycle recommence, c'est-à-dire l'activation de l'étape 1 et la désactivation de l'étape 5. Alors, l'évolution d'un graphe 7 doit impérativement respecter des règles. La première règle, la situation initiale. Donc, au moins, on doit avoir une étape initiale. Donc, on peut avoir une étape initiale ou plusieurs étapes initiales au début de fonctionnement du graphe 7. Alors, règle 2, le franchissement d'une transition. Alors, une transition, normalement, est soit validée, soit non validée. Elle est validée lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont actives. Et elle ne peut être franchise que lorsqu'elle est validée et que la réceptivité associée à cette transition est vraie, c'est-à-dire égale à 1. La règle numéro 3, l'évolution des étapes actives. Alors, le franchissement d'une transition provoque simultanément la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition. Et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes reliées à cette même transition. Alors, on va voir donc maintenant la divergence ou la convergence en ou. C'est-à-dire en ou, c'est-à-dire une voie ou une autre voie. Alors, donc, lorsqu'on a besoin dans un système de choisir entre deux voies. Alors, c'est une solution alternative. Alors, donc, il est représenté par un trait simple et une réceptivité par branche. Alors, la divergence en ou. Alors, dans cet exemple, par exemple, lorsque l'étape 5 est active, on se dirige soit vers 6, soit vers 7. Alors, on se dirige vers 6 si AV égale à 1. Ou on se dirige vers 7 si GA est égal à 1. Donc, on va choisir entre les deux voies. Pour la convergence en ou, alors, l'étape 8 sera active lorsque l'étape 6 est active et la réceptivité associée à la transition FC fois AV égale à 1. Ou lorsque l'étape 7 est active et FC fois GA est active. Donc bien sûr, on choisit entre ces deux voies en fonction bien sûr de l'étape et de l'activité associée à la transition correspondante. Alors on va voir un exemple avec un branchement ou, c'est-à-dire la sélection entre des séquences. Alors, un dispositif automatique destiné à trier des caisses de deux tailles différentes. C'est-à-dire, il y a des caisses de grande taille et des caisses de petite taille. Alors, on a 3 poussoirs. Les poussoirs sont des vérins, par exemple. Alors, on a 3 poussoirs et 2 tapis d'évacuation selon la figure ci-ci. Voilà, donc, on a ici 3 vérins, c'est-à-dire poussoir 1, poussoir 2, poussoir 3. Et on a tapis 2, tapis 3 pour l'évacuation des pièces et le tapis 1. Alors, le cycle de fonctionnement, le poussoir 1 pousse les petites caisses devant le poussoir 2. C'est-à-dire, s'il s'agit des petites caisses, le poussoir 1 va pousser ces caisses vers le poussoir 2. Et lorsqu'il s'agit des grandes caisses, le poussoir 1 va pousser les grandes caisses vers le poussoir 3. Alors, lorsque un capteur détecte une caisse dans le tapis 2, donc le tapis 2 va évacuer ces pièces. Alors, lorsque un autre capteur va détecter les grandes pièces poussées par le poussoir 3, donc il y aura évacuation sur tapis 3. Alors, voilà le graphe 7 correspondance.
Alors AV, ça veut dire avance. RE, ça veut dire le poussoir va reculer. AV, le poussoir va avancer. P1, P2, P3, c'est la position du poussoir 1, 2, 3. C'est-à-dire P1, c'est la position du poussoir 1. P2, c'est la position du poussoir 2. P3, c'est la position, il détecte la position du poussoir 3. Alors, voilà, on commence une fois l'étape 1 est active, c'est-à-dire l'étape initiale. Alors, supposons qu'une grande caisse, voilà, est présente, donc elle sera détectée sans ambiguïté par un détecteur qui détecte en fonction du poids. Il va détecter si on a une petite caisse ou si on a une grande caisse. Alors, supposons que le détecteur a détecté une grande caisse. Alors voilà, donc le poussoir 1 va avancer pour pousser la grande caisse. Donc voilà, donc avance P1. Donc c'est l'étape 5. Donc on a choisi cette voie. Pourquoi? Parce que cette réceptivité est vraie. Grande caisse égale à 1. Donc on va choisir cette voie. Alors, donc le poussoir va pousser la grande caisse, c'est-à-dire avance P1. Pardon. Si la caisse est devant P3, c'est-à-dire si P3 donc, détecte la caisse, donc ici, voilà, le poussoir va pousser vers, normalement, c'est une grande caisse, donc il va la pousser vers le poussoir 3. Voilà. Et après, l'étape 6 avance. Donc il y a deux actions ici. Avance du poussoir 3 pour qu'il pousse la caisse et l'évacue vers le tapis 3. Et le poussoir 1 doit reculer. Donc il doit reculer pour laisser la pièce évacuée sur le tapis 3. Alors voilà, comme vous voyez, donc toujours le poussoir 3 pousse la caisse, la grande caisse, et le poussoir 1 recule. Voilà. Voilà. Alors une fois P3 est détecté, donc P3 en arrière toujours, c'est-à-dire fin de course de la position 3. Voilà. Et l'étape 8 est active, c'est-à-dire donc le poussoir 1 doit reculer. Une fois P1 est actionné, c'est-à-dire elle est détectée, donc on va recommencer le cycle. Alors supposons maintenant qu'il y a présence d'une petite caisse, donc le poussoir 1, donc ça veut dire si petite caisse égale à 1, donc on va choisir cette voie. Voilà, lorsque la petite caisse égale à 1, donc le système va choisir cette voie. C'est-à-dire il va avancer, le poussoir 1 va avancer. C'est l'action associée à l'étape 2. Alors si la caisse est devant P2, donc le poussoir P2 va évacuer la pièce sur le tapis 2. Voilà, donc il doit évacuer. Voilà. Et voilà, donc avance P2 et recule P1. Alors une fois la caisse sur tapis 2, recule P2, voilà, l'étape 4, recule P2 et recule P1 aussi. Une fois P2 en arrière, de la désactivation de l'étape 4, c'est-à-dire le P2 ne recule plus, mais donc P1 doit encore reculer jusqu'à que P1 soit en arrière. Et voilà, lorsque P1 en arrière, le cycle recommence. Alors maintenant, on va voir la divergence ou la convergence en A. Alors une voie et une autre voie, c'est-à-dire les deux voies simultanément. Donc on permet de réaliser plusieurs tâches en même temps. Alors par exemple ici, la divergence en A. Alors l'étape 6 sera sera active, c'est-à-dire le passage de 5 à 6. Si FCH, si la réceptivité FCH égale à 1, il y aura simultanément le passage de 5 à 6 et le passage de 5 à 7. Donc les deux étapes seront activées simultanément. Alors pour la convergence en A, alors l'étape 6 et l'étape 7, si l'étape 6 et l'étape 7 sont
active simultanément. Et si AT égale à 1, l'étape 8 sera active, ce qui permet de désactiver les deux étapes précédentes, ça veut dire 6 et 7. Alors maintenant, on va voir un exemple sur un branchement en et, c'est-à-dire un fonctionnement simultané ou un fonctionnement en parallèle. Alors voilà, on a deux chariots, chariot 1 et chariot 2. Voilà, donc les deux chariots peuvent se déplacer à droite ou à gauche. D1, c'est un détecteur de position droite. G1, c'est un capteur de position gauche. D2, capteur de position droite pour le chariot 2. Et G2, c'est le capteur de position 2 pour le chariot 2. Alors G1, donc c'est un contacteur qui permet au moteur du chariot 1 de se déplacer à droite. D2 qui permet au chariot de se déplacer D1 permet de se déplacer à droite, et G1 permet au chariot de se déplacer à gauche. Alors pour le D2, il permet au chariot 2 de se déplacer à droite, et G2 c'est un contacteur qui permet au chariot de se déplacer à gauche. Alors voilà, donc on a ici deux capteurs et deux actions. Alors voilà le graphe SAT correspondant. Donc à l'état initial, comme vous voyez ici, le chariot 1 est en position G1, le chariot 2 est en position G2. Donc voilà, donc G1 égale à 1, G2 égale à 1, donc l'étape initiale 1 est active. Alors pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 et 5 simultanément, puisque ici on a deux traits, donc c'est donc deux actions simultanées. Alors pour passer de l'étape 1 à l'étape 2 et l'étape 5, il faut que D par cycle soit égal à 1 pour que la réceptivité soit vraie. Alors voilà, lorsqu'on appuie sur D par cycle, alors voilà, les deux chariots se déplacent en même temps vers la droite. Donc on voit ici D1 et D2. Voilà, voilà, donc ils se déplacent. Alors, comme vous remarquez ici, le chariot, il a atteint la position D1. Et le chariot 2 n'a pas encore atteint la position D2. Donc, l'étape 2, l'étape 3 sera active et l'étape 2 sera désactive. Mais l'étape 6 ne sera active que lorsque le chariot arrive à la position D2. Voilà, donc arrivons donc pour la voie 1 ici, donc voilà pour le chariot 1. Donc l'étape 3 sera active, c'est-à-dire le chariot va se déplacer à gauche, mais l'étape 6 n'est pas encore active, le chariot toujours se déplace à droite. Voilà, le chariot 1 se déplace à gauche et le chariot 2 se déplace à droite. Arrivons à D2 maintenant, donc l'étape 6 va être active, jusqu'à, donc, c'est-à-dire le chariot va se déplacer à gauche. Le chariot toujours 1 se déplace à gauche. Voilà. Maintenant, les deux se déplacent à gauche. Voilà le chariot 1, arrivons le premier à la position G1. L'étape 4 sera active, mais le chariot 2 n'est pas encore arrivé à l'étape 6. Alors, même si l'étape 4 est active, même si on a ici 1, c'est-à-dire la réceptivité, elle est toujours vraie. 1, ça veut dire la réceptivité, elle est toujours vraie. C'est-à-dire si l'étape 4 normalement est active, donc il doit passer. Mais normalement, puisqu'on a ici deux actions simultanées, donc il faut attendre jusqu'à ce que l'étape 7 active. Donc pour passer à l'étape 1, pour recommencer le cycle, il faut que l'étape 4 et l'étape 7 soient actives. Et voilà ce qui va se passer lorsque le chariot arrive à la position G2 à son tour. Voilà, maintenant les deux étapes sont actives. 1, réceptivité égale à 1. Donc voilà, le cycle recommence et va attendre un nouveau départ cycle. Alors, l'exemple d'une action temporisée. Alors, il enclenche un temporisateur T. Ici, dans notre exemple, c'est le temporisateur T4. Alors, T4 en minuscule, donc repère le temporisateur 4 parce que le numéro de temporisateur est 4. Donc ici, on doit avoir T4. X18, c'est le numéro de l'étape qui lance la temporisation, et c'est 18. 25, c'est la durée de la temporisation. Voilà. Alors ici, comme vous voyez, donc,
Une fois l'étape 18 est active, donc il y a l'enclenchement de la temporisation. Voilà. Alors, après la fin de temporisation, ça veut dire après un délai de 25 secondes, bien sûr, l'étape 19 va être activée et l'étape 18 va être désactivée. Donc, vous voyez, voilà, l'étape 18 désactivée et l'étape 19 est activée. Et voilà la fin de notre cours. Merci pour votre attention et au prochain cours.